France Maghreb 2. Vous aimez la liberté? Eh bien, vous avez bien choisi votre rendez-vous, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h. Ça s'appelle le LGF, le Grand Forum. Ravi de vous retrouver pour ce jeudi. Nous sommes le 25 janvier, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes bel et bien en 2018. Sur Paris, il pleut une nouvelle fois, encore et toujours. C'est l'hiver, ou presque. En tout cas, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui pour nous accompagner Monsieur Nasser Lagili qui sera avec nous dans un instant. Il nous parlera dans son avis tranché de Carrefour qui annonce pas moins de 4000 licenciements dans les mois à venir. On y reviendra tout à l'heure. Il nous donnera bien sûr son point de vue. Coup de cœur, il a choisi de nous passer un extrait de Pierre Rabhi tout à l'heure en 1 minute. Voilà qui résume tout. D'après lui, il nous expliquera pourquoi il a choisi cet extrait de Pierre Rabhi que nous écouterons tout à l'heure dans cette émission. Bien sûr, avec vous, chers amis auditeurs, vous êtes cordialement invités à participer de différentes manières, notamment en nous appelant au 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone qui vous relie à nous pour que vous puissiez vous exprimer, et ce en toute liberté dans cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter le programme, d'en prendre écho de ce programme de ce jeudi sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, bonjour, bienvenue, c'est le LGF, c'est France Maghreb 2, c'est votre serviteur. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum de ce jeudi 25 janvier, retour il y a un an jour pour jour dans notre chronique sur le débat d'entre-deux tours de la primaire de la gauche, débat qui opposait Benoît Hamon à Manuel Valls. Au programme, l'islam n'a rien à faire en Allemagne, c'est Arthur Roignet, le pense-t-il toujours, ce dirigeant de l'AfD qui s'est converti à l'islam, oui. Incroyable. Maroc, des terroristes marocains de Daesh qui non seulement annoncent leur retour massif du front syrio-irakien après la déroute de Daesh, mais qui de plus posent leurs conditions dans un appel où ils demandent au gouvernement el-Othmani d'ouvrir ce dossier, de lui trouver une solution à même de préserver la dignité de ces derniers. Par ailleurs, ils invitent l'exécutif à envoyer un représentant en Syrie pour s'enquérir sur place des conditions de vie des Marocains. Et puis quoi encore? France, il y a 2 semaines, la marche Balance ta réquisition a eu lieu et déjà la mobilisation a porté ses fruits puisqu'on apprend qu'un immeuble de la SNCF situé boulevard de l'Hôpital à Paris s'apprête à accueillir des personnes sans logement quand la SNCF ouvre les portes de 50 logements pour 50 familles. La question LGF, la ministre de la Justice a proposé une prime pour les agents affectés aux prisons sensibles. Pour certains syndicats, cette prime à l'agression ne passe pas. Le gouvernement arrive-t-il à bien gérer la crise dans les prisons selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et puis vous prendriez bien une bonne dose de liberté. Rendez-vous tout à l'heure pour Libertad. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h pour votre grand forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Et jusque 18h effectivement, comme tous les jours, votre rendez-vous, votre talk de fin d'après-midi. Évidemment, on est là avec vous et avec Monsieur Nasser Lagili qui est avec nous aujourd'hui. Salut Nasser. Salut Christophe. Comment va? Ça va et toi Nasser? Alors je disais tout à l'heure qu'avec toi on va parler bien sûr de Carrefour dont on a vite tranché. Carrefour qui a annoncé une vague massive de licenciements. 4500 postes. Oui, et la fermeture de plus de 200 et quelques magasins. Exactement, tout à fait. Donc il y a de quoi dire sur la situation de Carrefour. Donc, voilà. Et ton coup de cœur sera un extrait de Pierre Rabhi. Tout à fait, Pierre Rabhi qui où j'écoute beaucoup ce qu'il dit et ce qu'il fait, et je trouve que c'est une personne qui nous apporte beaucoup de réflexion dans notre quotidien. Bon, donc, voilà. En tout cas, tu nous expliqueras tout à l'heure avec grand plaisir plus précisément pourquoi tu as choisi donc cet extrait de Pierre Rabhi que nous écouterons donc tout à l'heure dans le cadre de ton coup de cœur. Avec plaisir. Alors, pour ce qui est de la question du jour, messieurs dames, je vous la rappelle avant d'attaquer notre chronique il y a un an jour pour jour. La question du jour, aujourd'hui, la ministre de la Justice a proposé une prime pour les agents affectés aux prisons sensibles. Pour certains syndicats, cette prime à l'agression ne passe pas. Le gouvernement arrive-t-il à bien gérer la crise dans les prisons selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Alors sur Facebook, j'ai été jeter un petit coup d'œil. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Twitter, mon cher ami Nasser. Ouais. Sur Facebook, alors vous dites que 95% de non, le gouvernement n'arrive pas à gérer comme il se devrait donc cette crise dans les prisons, ces gardiens de prison qui sont en grève depuis maintenant 11 jours. Et un prisonnier qui a d'ores et déjà porté plainte puisqu'il n'a pas eu de promenade ni n'a pu prendre sa douche depuis 9 jours. Donc voilà, 95% sur Facebook à penser que non, le gouvernement ne gère pas bien cette crise des prisons.
vous continuez à voter sur Facebook France Maghreb 2. Est-ce que sur Twitter t'as... Je te dis ça dans 30 secondes, Christophe. Très bien. Sur Twitter, évidemment, pour voter, c'est LGF officiel. Bien entendu que ça se passe, donc n'hésitez pas à aller voter, bien sûr, et pour faire inverser la tendance ou peut-être amplifier ce résultat qui est d'ores et déjà bien exprimé pour le coup, 95% de non. Donc sur Facebook, sur France Maghreb 2, vous allez voter. Bien sûr, c'est très simple. Vous allez sur le post, vous votez oui ou non. 5% de oui qui pensent que le gouvernement a bien géré la crise sur Facebook. Donc voilà, grande majorité de non. Mais sur Twitter, c'est à 100%. 100% de non. De non. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui, car c'est la première fois ça. Ouais, 100%. Première fois qu'on a 100%. Bon, bah écoutez, pour le coup, voilà. Donc a priori, les Français, les internautes, ceux qui sont sur Facebook, Twitter, soutiennent, j'allais dire, les grévistes, des gardiens de prison peut-être. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, Nasser? Est-ce que le gouvernement a bien géré cette crise? Non, je pense qu'il le gère très très mal. Bon, après, il faut savoir que la crise dans les prisons, d'ailleurs, elle vire au bras de fer. Donc on a pu le constater. Le conflit s'est durci depuis mardi. Ouais. Les 3 syndicats, ils ont quitté la table des négociations, et d'ailleurs ils ont rejeté les propositions que la garde des Sceaux leur a proposées. Et entre hier et aujourd'hui, mais je pense qu'il y a eu des discussions, mais entre ce matin et hier, il y avait aucun, les négociations étaient au point mort. Et ce qui est le plus frappant dans tout ça, c'est qu'on a la direction d'administration pénitentiaire qui a réclamé des sanctions disciplinaires aux grévistes. Oui. Donc, on n'a pas le droit de faire de grève en France. Ça, c'est inacceptable. Je pense que c'est un scandale parce que ils veulent les sanctionner de 5 à 15 jours d'exclusion. Et je pense qu'ils ont tout à fait le droit de défendre leur cause. Et il faut peut-être aussi rappeler que ça fait 25 ans qu'on n'a pas connu cette crise dans les prisons. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis aussi en nous appelant au 01 40 33 9000, bien sûr. Alors, nous ouvrons comme chaque jour notre épisode de Il y a un an, jour pour jour. Nous étions, pour resituer un petit peu le contexte, le 25 janvier, un mercredi. C'était d'ailleurs ce jour-là où le Canard enchaîné a fait certainement une vente record en révélant l'affaire Pénélope Fillon. Mais on en a parlé hier. Donc ce soir-là, donc ce mercredi soir, avait lieu ce débat tant attendu entre Manuel Valls et Benoît Hamon sur TF1, France 2 et différentes chaînes d'information évidemment. Un débat attendu après la victoire surprise de Benoît Hamon le dimanche d'avant. Une campagne d'entour de tour qui a démarré assez rapidement avec des attaques de part et d'autre, surtout venant du camp Manuel Valls. Alors quelques extraits de ce débat, en tout cas ce que l'on en a retenu de ce débat qui avait lieu il y a un an jour pour jour. Premier extrait. Se réjouissait d'avoir pu augmenter sa rémunération grâce à la défiscalisation des actions gratuites. Pensez pour qui au départ? Les jeunes start-up qui en ont besoin quand elles ne peuvent distribuer ni dividendes ni salaire. Mais ces jeunes start-up en ont peut-être profité, mais qui en a d'abord profité? Les grandes entreprises du CAC 40. Les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup, de ceux qui étaient déjà bien portants. Eh bien moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Et la justice, à mes yeux, c'est de faire pour ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à travailler et de rémunérer correctement le travail. Bien. Sur ce point, nous avons effectivement un désaccord. Bien. Il y a eu des partis pris de ce gouvernement que je n'accepte pas, contre lesquels j'ai voté, et en l'occurrence, ce dont on parle, c'est pas de rêve, c'est d'une option politique. Le chemin, on le prend ou on ne le prend pas. Je pense qu'on a saisi vos points de vue. Et responsable. Je pense qu'on a saisi vos points de vue. Il y a une différence entre le rêve et l'illusion et la crédibilité d'un projet. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, et c'est là-dessus que les Français doivent choisir. Bien, je pense qu'on a saisi vos points de vue et leurs différences. En tout cas, les militants socialistes et de la gauche ont choisi, puisque le dimanche d'après, vous le savez, Manuel Valls a perdu cette primaire de la gauche. Alors, un autre extrait de ce débat, qui avait été quand même regardé, alors un peu moins quand même que le débat des primaires de la droite, vous en souvenez. Donc à un moment un peu plus léger, durant ce débat, David Pujadas, qui était donc le présentateur de cette soirée, demande aux deux candidats si ils savent parler anglais. Alors écoutez, si Benoît Hamon et Manuel Valls savent parler anglais, ça va vous rappeler des souvenirs il y a un an, jour pour jour. Vocation à devenir chef d'État, représenter la France dans le monde, elle est simple cette question. Do you speak English? Yes. Benoît Hamon. Fluently? Yes. Perfectly. Ça veut dire couramment. Oui, je traduis, on ne sait jamais. Do you speak English? My English is very bad, but I speak well as Spanish. Ok.
Voilà, Manuel Valls qui essaye de faire toujours plus que les autres, bien sûr. Et puis alors, autre moment dans ce débat important, lorsque Manuel Valls déclare qu'il est le candidat de la fiche de paye. Il ne veut pas que Benoît Hamon soit le candidat de la feuille d'impôt. Vous vous souvenez évidemment de ce moment fort dans le débat. Écoutez. Je suis le candidat de la feuille de paye et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Et puis alors, autre passe d'armes durant ce débat sur la laïcité entre Benoît Hamon et Manuel Valls, et vous savez que là-dessus, tout les sépare. Je veux le dire sur le voile. Là où le voile est imposé à une femme, imposé comme tel, nous devons tout mobiliser pour que cette femme n'ait pas à être soustraite au regard des hommes à raison de l'imposition d'un dogme. Et chaque fois qu'un dogme s'est imposé ses convictions aux autres, moi je le combats. Mais là où une femme librement décide de porter le foulard islamique, librement, et il en existe, peu importe ce que nous pensons, au nom de la loi 1905, elle est libre de le faire. Et moi, je veux lui assurer cette liberté. Je ne fais pas partie de ceux qui, dans notre pays aujourd'hui, je les appelle les néoconservateurs, pensent finalement que dans la République, un bon musulman, ce serait un musulman qui n'est pas musulman. Non, ils ont, ces compatriotes musulmans, le droit de pouvoir exprimer ce que sont leurs convictions. C'est l'intention de le respect de leur... Je parle des néoconservateurs de droite, donc à ma connaissance, je ne fais pas de passerelle. Si je dois m'adresser à lui, je m'adresse directement à lui et il sait les désaccords que nous avons. Mais je dis attention à ce que sur ce terrain-là, la droite et l'extrême droite sont en train d'utiliser la laïcité de telle manière que oui, elle est utilisée comme un glaive contre nos compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islam radical, qui doit être combattu avec la dernière énergie, mais qui se sentent directement, eux, impactés par le discours politique qu'ils entendent et la stigmatisation dont ils sont l'objet. Benoît Hamon, sauf erreur, en 2010, Manuel Valls, il faisait allusion il y a un court instant, vous avez voté contre la loi qui interdisait la burqa. Est-ce que vous la voteriez aujourd'hui? Je ne crois pas que j'étais député, pardon de vous le dire. Benoît Hamon n'était... Je n'étais pas député. On peut poursuivre ce débat. Parce que vous étiez exprimé contre cette loi. Oui, c'est un débat... Ou pas? Oui. C'est un débat qui est important. Moi, je ne prête aucune intention à Benoît. Mais dans ce combat que nous menons, pour la laïcité, pour la République, et pour nos compatriotes de confession musulmane, il faut être très clair. En 2010, il y a eu ce débat sur l'interdiction du voile intégral. Benoît n'était pas député national, il était porte-parole du Parti socialiste et à titre personnel, il s'est exprimé contre la loi puisqu'il craignait la stigmatisation des musulmans à travers cette loi au nom, au fond, de la liberté de porter un signe religieux. Il le dirait mieux que moi. Mais il y a toujours cette idée qu'au fond, on croit que c'est un signe religieux, que l'idée même d'interdire ce type de signe, le voile intégral dans l'espace public, où nous avions eu le même débat en 2004, je m'en rappelle très bien, concernant l'interdiction des signes religieux à l'école, il y a toujours l'idée qu'au fond, on stigmatiserait quelqu'un. Non, je suis convaincu que nos compatriotes musulmans ont droit à notre protection. La liberté de s'habiller comme on veut dans l'espace public, bien évidemment. Mais derrière cela, il n'y a pas que la laïcité. La laïcité, c'est ce magnifique texte qui était évoqué par Benoît Hamon il y a un instant, et qui doit tellement, et à Aristide Briand, et à Jean Jaurès, qui avait d'ailleurs sans doute davantage raison par rapport à Georges Clemenceau à l'époque, puisque c'était une loi de concorde. Vous voyez, je connais bien mon histoire. Mais aujourd'hui, il ne faut rien céder. Or, je regrette parfois, dans les propos de Benoît, mais il peut aussi me les reprocher parfois sur d'autres sujets, ou sur celui-ci, il faut faire attention. Ceux qui se battent pour cette laïcité, qui est protectrice. Je pense par exemple à l'essayiste et à la journaliste Caroline Fourest. Quand tu dis, Benoît, que sa laïcité est douteuse, quand tu parles de néoconservateurs, y compris par rapport à des gens de gauche, à des républicains qui sont engagés. Moi, ma laïcité, c'est celle de Caroline Fourest, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est celle de ces femmes qui se sont battues dans ton département pour la crèche Babilou. C'est ça, parce qu'il n'y a pas seulement le problème de la laïcité, il y a le problème de l'émancipation de la femme. Et notre rôle, c'est de jamais le stigmatiser, mais c'est de dire à ces femmes, à ces jeunes filles qui vivent cet ordre machiste, cette régression, de leur dire, mais nous sommes là pour vous aider, nous sommes avec vous pour vous aider à vous émanciper, et alors que des femmes dans le monde entier se battent pour se libérer de cet asservissement, Alors Benoît Hamon, nous serions ambigus. Alors là, il faut être clair.
Voilà. Écoutez, ça vous rappelle des souvenirs, hein, je suppose, mon cher ami Nasser, sur cet échange assez musclé sur la laïcité, où là, pour le coup, on a bien vu tous les séparts sur le sujet, en l'occurrence. Sur la question de la laïcité, oui, effectivement. Mais après, c'est impressionnant de prendre comme référence Caroline Forest pour parler de laïcité. Badinter. Badinter. Voilà, c'est des gens qui sont très très loin, et d'ailleurs on connaît très bien leur islamophobie quotidienne. Après, concernant tout ce que j'ai pu entendre de Benoît Hamon sur la question de la laïcité, je trouve que ça a été le candidat le plus courageux sur la question de la laïcité. Je le dis parce que effectivement, quand j'étais Est-ce que les électeurs de gauche peuvent avoir des regrets aujourd'hui, un an plus tard? Non, mais je pense que c'est surtout une répercussion sur la politique de François Hollande qui a été très dure. Pour le coup, il s'en était bien démarqué en cours de cette campagne. Oui, justement. Mais bon, après, il était frondeur, je le rappelle. Il était frondeur, mais ça ne lâche pas. Ça ne retire pas que le Parti socialiste. C'était le logo du Parti socialiste et qui était présent. Voilà, donc c'est aussi ça que les Français ont retenu. Donc c'est mensonge sur mensonge, parce que faut pas oublier que Hollande nous a promis monts et merveilles en 2012, et il a fait tout le contraire de ce qu'il nous a dit et tout ce qu'il a pu nous promettre en 2012. Donc voilà, c'est pas une surprise. Donc je trouvais que Benoît Hamon était très courageux et il avait pas peur de dire les mots et les choses comme il fallait. Et Emmanuel Valls, il est toujours dans l'ambiguïté. D'ailleurs, ça prouve aujourd'hui. Son discours n'a pas évolué d'ailleurs. Oui, mais l'opportunisme surtout dans personne. Donc plus que jamais. Il est aujourd'hui chez La République En Marche. Donc comme il n'a pas trouvé de poste qu'il attendait de de Emmanuel Macron, aujourd'hui il commence à attaquer un peu la politique de Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est une personne qui sait pas où il habite. On connaît pas sa ligne politique, donc elle change tous les mois, si ce n'est pas toutes les heures d'ailleurs. On connaît aussi et moi ce qui me rend fou dans tout ça, c'est qu'on a les médias qui l'invitent quotidiennement pour parler et il ne représente rien surtout. Donc voilà. C'est vrai. Voilà, c'était il y a un an en tout cas ce débat d'entre-deux tours qui avait été en la faveur de Benoît Hamon, puisque dimanche d'après, il avait remporté cette primaire devant Manuel Valls. Et demain, nous parlons d'un troisième personnage qui s'est invité, malgré lui, dans la campagne d'entre-deux tours de Bilal. Eh oui, Bilal, ça te rappelle des souvenirs? Bilal Hamon. Effectivement. Bilal Hamon, qui a d'ailleurs été très fier de porter ce prénom. Il l'avait dit le 26 janvier, donc au lendemain de ce débat, lors du dernier meeting. C'était en région parisienne, à Montreuil. Contrairement à Alain Juppé, qui avait très mal pris quand on l'avait appelé Ali Juppé. Voilà, donc oui, effectivement, il en avait même il était très content et on l'écoutera demain parce qu'on y reviendra avec Tarek Mami et Mourad Goual demain sur cet épisode de Bilal Hamon et ce dernier meeting à Montreuil qui avait été d'ailleurs extrêmement rempli. Il y avait énormément de monde ce soir-là du côté de Montreuil pour le dernier meeting de campagne de Benoît Hamon avant le second tour de la primaire. C'était donc il y a un an, jour pour jour, le débat d'entre-deux tours. C'était le mercredi 25 janvier 2017. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Merci d'être avec nous à l'écoute du Grand Fort avec Nasser Lajeli. Vos appels bien sûr pour répondre notamment à cette question par rapport au blocage des prisons. C'est la question du jour aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, selon vous, gère bien cette crise des prisons? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel en nous appelant aussi pour nous donner votre avis sur le sujet. 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez évidemment vous exprimer là-dessus. Je rappelle les scores, ils sont assez impressionnants, 100% de non. Effectivement, sur Twitter, considère que le gouvernement n'a pas bien géré, ne gère pas bien cette crise. 95% de non sur Facebook. Vous continuez évidemment à voter France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter, LGF officiel. Alors à propos de ce sujet, sachez que la ministre de la Justice tente elle toujours d'apaiser la colère des gardiens de prison. Le mouvement des surveillants a commencé il y a 11 jours maintenant. Des rencontres bilatérales avec des syndicats ont lieu depuis ce matin. La chancellerie entend présenter un projet d'accord avec un détenu qui a déposé, je le disais tout à l'heure, un premier plainte contre les blocages de prison. Il se plaint de ne plus avoir de promenade et de ne pas avoir pu prendre de douche depuis maintenant 9 jours à cause du mouvement. Voilà pour ce qui est de ce sujet. Donc vos avis nous intéressent parce que ça risque de s'enliser. Vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre
votre avis. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, chère madame, quel est votre prénom? Bonsoir. C'est Saleha. Saleha, vous nous appelez d'où, Saleha? Moi j'appelle de Paris, mais je suis hors sujet. C'était juste pour avoir des nouvelles de Sami Abdeslam. On l'entend plus sur votre radio. Eh ben, soyez un petit peu patiente, il est de retour bientôt, cher Saleha. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Merci à vous. 01 40 33 9000, voilà, ça s'appelle le Grand Forum et vous pouvez évidemment appeler, réagir et poser parfois vos questions hors sujet, comme vient de le faire notre auditrice en tout cas. Petite info en bref aussi, c'est aussi le bilan de l'insécurité, de la délinquance, mon cher ami Nasser, en 2017 rendu par le ministère de l'Intérieur tout à l'heure, et le constat est révélateur, le nombre de plaintes pour viol et violences enregistrées est en nette hausse. Écoutez bien, en 2017, 40 400 personnes ont déposé plainte pour violences sexuelles en France. Une augmentation notable par rapport à l'année précédente, 12% de plaintes de plus concernant les viols et 10% de plus pour diverses autres agressions sexuelles. La hausse du nombre de plaintes a été particulièrement forte en fin d'année, une augmentation de 31,5% par rapport à la même période de 2016. Difficile de ne pas y voir de lien avec l'éclatement de l'affaire Einstein aux États-Unis, suivi de la libération de la parole des femmes un peu partout dans le monde avec le hashtag Balance ton porc. Cependant, selon le ministère de l'Intérieur, les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui et qui révèlent sans doute des faits plus anciens ne traduisent qu'une part du phénomène réel, car les taux de signalement des infractions sexuelles par les victimes des témoins sont encore très faibles. Toujours d'après la place Beauvau, les violences sexuelles ont été plus fréquemment enregistrées en 2017 dans le nord-ouest de la France, excepté la Bretagne. En revanche, il y en avait beaucoup moins en Corse, messieurs dames. Donc apparemment en Corse, beaucoup de moins d'agressions sexuelles et de viols enregistrés. Voilà, pour à titre de comparaison, bien sûr, Nasser. Un petit commentaire là-dessus sur effectivement alors l'explosion de l'affaire Weinstein aux États-Unis et surtout de la libération au travers du hashtag Balance ton porc. Ça a aidé certaines victimes peut-être à dénoncer? Je pense que oui. Après, effectivement, c'est peut-être que ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on a beaucoup de gens effectivement qui n'osent pas en parler parce qu'ils sont face à une situation de peur, une situation de de représailles. Donc effectivement, c'est un peu dur voilà, c'est bien que certains ont pris l'initiative d'aller porter plainte quand il faut et ne pas avoir peur de faire cette démarche. Bon, voilà. Bon, on accueille Ali avant d'entamer notre premier sujet, un sujet quelque peu léger et en même temps qui fait un peu sourire, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler d'un ex-leader d'un parti d'extrême droite en Allemagne qui se convertit à l'islam. Oui, alors je vous laisse imaginer 2 secondes. Marine Le Pen qui se convertit à l'islam, Gilbert Collard qui se convertit à l'islam, Florian Philippot, encore Louis Alliot. Voilà. Bah écoutez, est-ce possible? Eh bien en Allemagne, oui, a priori. On en reparle dans un instant. Le temps d'accueillir Ali de Bobigny. Salut Ali. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ali, bienvenue à vous. Merci, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Je voulais juste donner une information. J'ai entendu hier sur une radio communautaire, Radio Orient, le maire de Gennevilliers qui a reconnu l'État de Palestine. Oui. Voilà, c'est pas le seul, mais effectivement, il l'a reconnu, le maire de Gennevilliers. Il était même l'invité de Radio Orient. Il a parlé, il a donné ses explications. Pourquoi il a dit comme le gouvernement il veut rien faire, alors il faut que les maires commencent, les petits commencent à reconnaître l'État de Palestine. Bon, on arrive. Bon, eh bien, merci pour cette infidélité quelque peu récompensée, mon cher ami Ali. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Oui, le maire de Gennevilliers, tu connais bien la ville, mon cher ami Nasser. Je connais très très bien, j'y habite. Oui, donc forcément, cette nouvelle, elle est étonnante. Elle est étonnante, non, elle est pas étonnante. Après, effectivement, il y a quand même pas mal de maires qui militent pour la Palestine. On va rappeler notamment le maire de Stein. C'est exactement le maire de Stein, Asdin Taibi d'ailleurs, qui doit déclarer la même chose et il va faire exactement la même démarche très prochainement. Et plusieurs villes communistes qui ont décidé de faire cette démarche que je trouve courageuse, c'est bien. Mais après, effectivement, c'est une question qui nous intéresse et qui doit être prise en considération par le gouvernement. Est-ce que c'est de l'opportunisme de la part de ces maires? Je resterai silencieux là-dessus. J'imagine. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Oumar d'Aulnay-sous-Bois. Salut Oumar d'Aulnay-sous-Bois.
Ouais. On t'écoute. Alors, hors sujet. Oui, décidément, vous savez que les hors-sujets, ça va être terminé, hein. Vous savez qu'avec la réforme du bac, là, ça va être plus de rattrapage, plus rien, hein. Fini. Ah, mais là, c'est impératif quand même, là. Non, mais vas-y, tranquille, Omar, tranquille. Monsieur Éric Zemmour. Oui. Ah. Et là, il a encore fait des siennes, là, sur la chaîne CNews. Oui, on l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs. Ah, Omar nous a quittés, apparemment. Bon, bah écoute, rappelle-nous plus tard. Oui, effectivement, c'est passé ce matin sur CNews. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas suivi ça. On vous a mis d'ailleurs la vidéo sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez-y, on vous l'a mis tout à l'heure, il y a à peu près 1 heure. Cet échange musclé à propos des rappeurs de Youssoupha. Alors, ils considèrent que le rap, c'est pas un art, que Youssoupha et tous ces chanteurs sont absolument débiles, etc., etc. Nadir. Voilà. Faut qu'il entende. Ah, Nadir Kaya, hier, qui était, il n'était pas pour Éric Zemmour. Il a dit que dans ce que dit Éric Zemmour, il y a certaines choses qui peuvent apparaître comme une vérité, mais bon. Je me permets de le faire avec Nadir parce que c'est un ami avant tout. Ouais. Mais voilà, moi ce qui m'avait un peu surpris, et d'ailleurs j'étais obligé de couper parce que j'étais au boulot, mais effectivement prendre comme référence Éric Zemmour pour dénoncer ce qui se passe dans les quartiers, ou tout simplement dire que effectivement il y a du radicalisme dans les quartiers, etc. Je pense que c'est pas forcément le meilleur, c'est pas la meilleure personne qui pourrait pas le meilleur interlocuteur. Bien sûr, il a jamais mis un pied dans les quartiers populaires. Donc effectivement, il y a des chercheurs, il y a des sociologues, il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, et je pense qu'ils sont plus méritoires qu'on parle d'eux que Éric Zemmour, quoi. Omar, on t'a retrouvé. Oui. Omar, donc. Ouais, vous m'avez retrouvé. Certaines vérités, Éric Zemmour, oui, comme chaque être humain, mais souvent Éric Zemmour, ce qu'il aime faire, c'est qu'il aime bien sortir des citations pour justement appuyer son opinion. C'est un polémiste, c'est un provocateur. Oui, non, mais je suis désolé, les citations, elles sont pas forcément vraies. Non, mais on est d'accord. Quelqu'un l'a dit que, ouais. mais moi, ce que j'aimerais faire, en fait, justement, c'est que j'aimerais lancer un appel à l'un de vos chroniqueurs, concernant Éric Zemmour, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il est invité, sur les plateaux télé, c'est qu'il a souvent en face de lui les mêmes contradicteurs de gauche qui souvent donnent les mêmes réponses. Qui cautionnent. Voilà, en gros, non, les musulmans ne sont pas majoritairement dans la description que vous donnez de l'islam, etc. Et moi, je pense, à titre personnel, que c'est ce genre de réponse qui renforce Éric Zemmour. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zemmour, lui, quand il aborde le sujet de l'islam, il rentre, on va dire, à son niveau, dans le fond du sujet. Et eux, tout ce qu'ils savent dire, c'est vous êtes l'idiot utile du Front National, etc. Et les gens, ils voient clairement qu'ils sont en difficulté face à lui. Donc, alors, on écoutera tout à l'heure un extrait de ce moment, puisqu'il y a un chanteur que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Kali, et qui a quitté le plateau, énervé par la présence de Zemmour, parce que le Kali lui avait demandé de s'excuser par rapport à ses propos vis-à-vis du Youssoupha et des rappeurs. Alors, vous connaissez Éric Zemmour, évidemment. Donc, il a quitté le plateau. On écoutera cet extrait dans le zapping dans quelques minutes. Merci en tout cas, Omar, pour ta réflexion sur ce polémiste provocateur et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. À bientôt, Omar. 01 40 33 9 000. La question du jour, je vous la rappelle, on parle de la gestion de la crise des prisons avec cette grève des gardiens de prison depuis 11 jours maintenant. Est-ce que le gouvernement la gère bien selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9 000. Et dans un instant, l'avis tranché de Nasser Lajili, il va nous parler de Carrefour qui va licencier. C'est pas bon pour les chiffres du chômage qui sont tombés hier et qui sont un petit peu en légère baisse. Ça risque de pas forcément être le cas dans les mois à venir à cause de Carrefour peut-être. Exactement. LGF, le grand forum avec Nasser Lajili qui est avec nous aujourd'hui jusque 18h sur France Maghreb 2 avec cette question du jour par rapport à la gestion de la crise des prisons en ce moment. Est-ce que vous pensez que le gouvernement gère bien cette crise? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Pour l'heure, voici l'avis tranché signé Nasser Lajili. Alors piétinez-moi, allez-y. Et vous pouvez le commenter évidemment, cet avis tranché en nous appelant juste après au 01 40 33 9000 4500 chômeurs de plus. Merci Carrefour, Nasser. C'est ça, tout à fait. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la société Carrefour. Car comme vous avez dû l'entendre ou le lire, elle a annoncé des suppressions d'emplois, et pas qu'un peu, c'est 4500 postes, et encore, c'est sans compter la cession de ces magasins de taille moyenne, les supermarchés Dia, et donc de leur personnel. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que Carrefour est en déficit? Eh ben pas du tout, car elle fait toujours de gros bénéfices, c'est donc pour gonfler encore plus ses bénéfices, comme bien d'autres sociétés l'ont fait avant elle, et sûrement d'autres après elle.
Encouragé et aidé pour cela par les conséquences de la loi El Khomri et maintenant par des ordonnances Macron. Alors, les dirigeants et actionnaires principaux de Carrefour, relayés par les principaux médias et les responsables politiques, vont nous expliquer, j'allais dire nous bassiner, que Carrefour doit s'adapter, que Carrefour a pris du retard, qu'à certains moments passés, Carrefour a fait des erreurs, des mauvais choix et que sais-je encore. Mais je vous pose la question, Carrefour c'est qui ? Ceux qui chez Carrefour ont fait ces erreurs, c'est qui ? Ce sont des magasiniers, ce sont les manutentionnaires, ce sont les boulangers, ce sont les fromagers, ce sont les caissières. Eh ben non, Christophe. Alors pourquoi ce sont ces petites mains, avec des salaires de misère, souvent en temps partiel imposé, que personne n'écoute quand souvent elles proposent des bonnes idées, des innovations, des adaptations qui doivent en faire les frais pour des erreurs commises par des dirigeants qui s'en sont mis plein les poches et d'ailleurs qui n'ont jamais été sanctionnés. Voilà une fois de plus dans notre pays, au lieu de progresser, d'aller vers plus de justice, plus de reconnaissance, on a affaire à une politique du mépris, à une politique d'injustice toujours plus grande, à une politique déshumanisée pour la plupart des gens, tout ça pour ajouter quelques zéros, plusieurs zéros sur les comptes en banque, pas toujours en France, de quelques personnes bien nées d'ailleurs. Eh bien, personne ne sera surpris que ce système me révolte, Christophe. Voilà. Merci beaucoup Nasser. Est-ce que vous partagez cette révolte de Nasser Lajili concernant l'annonce qui a été faite, je crois, hier matin, c'est ça. Donc de Carrefour, le licenciement de pas moins de 4500 postes et la fermeture de quelques 200 magasins, plus de 200 magasins sur le territoire. 01 40 33 9000, partagez-vous donc cette révolte. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Moustapha. Moustapha, vous nous appelez d'où? Moustapha. Damien. Moustapha Damien, est-ce que vous partagez la révolte de Nasser Lajili? Moi je partage la révolte, mais j'appelais, c'est pas pour ça exactement que j'appelais. Il n'y a que du hors-sujet aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est par rapport à Zemmour j'appelais. Ah, d'accord, il fait quand même du buzz, hein, Zemmour. Hein. En fait, vous l'aimez bien, je crois. Mais c'est ça, je crois. Hein. Vous l'aimez bien. Hein, non, on est schizophrène. Non, je trouve qu'on devrait l'interdire de parole. Comment interdit de parole les gars qui endoctrinent nos jeunes dans la radicalisation? Parce que cette personne, elle incite à la haine. À la haine des musulmans. C'est-à-dire qu'elle aime pas, qu'elle a dit clairement à la télé la dernière fois quand elle parlait par rapport au droit d'asile, que ceux qui étaient musulmans devraient être refusés, qu'il disait. Et ce sont des paroles qui sont graves. Je sais pas s'il est conscient de ce qu'il dit, ou s'il a un problème dans sa tête. Non, je pense qu'il est vraiment conscient pour le coup. Ouais, Parce que, vraiment, moi, franchement, je trouve qu'on devrait l'interdire de parole, parce que si on lui donne la parole, on lui donne un créneau pour endoctriner la haine entre les gens. Mais Moustapha, ce qu'il faut savoir, c'est que Zemmour, il est en train tout simplement de faire le buzz. Il veut tout simplement qu'on parle de lui, et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Effectivement, que nos jeunes aujourd'hui, il y a des problèmes dans les quartiers, et je pense que c'est pas avec Zemmour qu'on va régler ces problèmes-là. C'est pour ça que moins on lui donne d'importance, et mieux c'est pour nous. Donc, il faut profiter des radios comme Radio France Maghreb et d'autres pour avancer et faire évoluer notre communauté, entre guillemets, quand je dis notre communauté, nous Français de confession musulmane. Pour ceux qui voilà, et je pense que là-dessus faudrait qu'on arrête de parler de ces gens-là parce qu'ils méritent même pas qu'on leur donne la parole. On devrait même pas parler d'eux dans nos radios. Voilà, je pense que il faut passer à autre chose. C'est un avis personnel. Après, peut-être que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais par contre, je suis pas pour l'interdire de parler, moi. Moi, je suis vraiment pour la liberté d'expression pour tout le monde. Hein. Je suis d'accord, la liberté d'expression, je suis d'accord, mais faut pas qu'elle soit géométrie variable. Voilà, attention, faut pas qu'elle soit géométrie variable. Faut pas laisser parler un Zemmour et en même temps on doit écouter aussi, même si on n'est pas d'accord et même si on doit le combattre, un mec comme Dieudonné, comme d'autres personnes, tu vois. Chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est pas comme la bien-pensante le décide, en fait, tu vois. C'est pas non, cette personne-là elle est autorisée à cracher son venin et pas l'autre. On doit pouvoir combattre aussi les idées les plus extrêmes. Exactement, je suis d'accord avec toi, Christophe. Mais en même temps, j'en veux aussi aux soi-disant représentants de la communauté musulmane, non, mais qui sont silencieux. Oubliez, il y en a, ils n'existent pas. Non, mais d'accord, mais voilà. Malheureusement, c'est ils sont là que pour aller dans les grands palais à l'occasion de récompenses. Merci en tout cas, Moustapha. Oui, c'est Moustapha, c'est ça. Merci Moustapha. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Alors Carrefour, ça vous intéresse pas, hein? J'ai bien l'impression. 4500 personnes qui vont être sur le carreau, ça vous intéresse pas, messieurs dames? Votre avis, la révolte de Nasser Lajili, vous la partagez ou pas? Ce qui est hallucinant dans tout ça, Christophe, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a un gouvernement qui reste très silencieux. Je sais pas si certains l'ont constaté. D'ailleurs, quand vous allez dans
dans les grandes surfaces, on commence à constater qu'il y a de plus en plus de caisses automatiques. Oui, donc absolument. on réduit un effectif de caissières parce que c'est les premières qui seront menacées. Touchées, ouais. Et touchées, bien sûr. Donc, à un moment donné, si nous on n'agit pas, si nous on se révolte pas face à cette situation, ben on sera en difficulté. Voilà, alors, oui, absolument. Non, parce que je prenais encore un Samy de Champigny là qui nous appelle au 01 40 33 9000. Samy. Oui, bonsoir. Bonsoir, Samy. Bah ça va, impeccable, mon cher Samy. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est monsieur Nadir qui est avec vous? Non, c'est Nasser. Nadir, c'était hier. Enchanté, Nasser. Enchanté. Alors moi, je veux intervenir sur Zemmour, mais Zemmour, c'est marionnette. Vous voyez pas que le mec, il est un mort-vivant? Faut plus parler sur lui. On entend lui donner des grades alors que c'est un monsieur que c'est un moins que rien, Zemmour. Je le vois bien. Dis-moi, tu nous dis de plus parler de lui, tu prends ton téléphone et pour faire du hors-sujet pour parler de Zemmour. Non, je parle de lui, mais parce que tout le monde parle de lui en ce moment. Non, il dit des conneries, il faut pas l'écouter. C'est le mec, c'est un mort-vivant. C'est une marionnette comme dans chez les Guignols. Voilà. T'appuies sur un bouton, il dit ça. Après, t'appuies sur un autre bouton, il dit ça. Voilà. Bon, c'est ton avis. Merci à toi. 01 40 33 9000. Bon. La tolérance a des limites. Attention, hein. Le hors-sujet, ça commence à suffire, messieurs là. Bon, visiblement, vous nous en. On aura des appels. De Carrefour et de ces caissières qui vont lutter, qui vont être licenciées. 4500 suppressions d'emplois annoncées donc. Et c'est que le début. Au sein de Carrefour, c'est que le début avec la fermeture de pas mal de magasins, les petits magasins. Alors pas évidemment les grands Carrefour. Moi personnellement, je suis de ceux, je sais pas vous d'ailleurs, qui ne boycotte pas, mais en tout cas qui va beaucoup moins dans les centres commerciaux, parce que déjà d'une ça me fatigue, de deux il y a trop de monde, c'est trop grand, c'est chiant, quand t'as un truc à aller chercher, il faut que tu te fasses tout le magasin parce que t'as oublié un truc. Je privilégie personnellement les petits commerces parce qu'ils sont importants. Ne serait-ce que par exemple, bon, même s'il y a des rayons halal partout, je suis désolé, hein, mais si tu veux manger une bonne bavette ou une bonne entrecôte, tu la trouveras pas meilleure que chez le boucher, hein. Franchement. Si tu sais bien choisir ton boucher en l'occurrence. Je te rejoins à 100% là. Pareil pour les fruits et légumes. Si tu vas chez les mecs qui vendent le petit commerçant là qui vend des fruits et légumes, alors c'est peut-être certes un peu plus cher effectivement que dans les magasins. Commerçants au marché. Ouais, au marché. Ce qui reste raisonnable. J'ai un peu de mal avec le marché. Je trouve que les fruits et légumes sont pas de bonne qualité. Ah. Ouais. J'ai trouvé ça. Enfin, j'ai constaté ça. Après, je peux me tromper évidemment. Mais chez les petits commerçants, je trouve très intéressant de voir que effectivement, on a des prix un petit peu plus chers, mais de la qualité supérieure. Et puis moi, je fais extrêmement attention à la provenance du produit. Et quand on sait que certains, je ne veux pas les citer, hein, mais certaines grandes surfaces nous ont trompés sciemment sur des fruits et sur des légumes qui venaient en fait d'Israël, ils l'ont caché. Donc ça, c'est voilà, il y a tromperie. Voilà, il y a tromperie. Il y a eu des condamnations d'ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, écoute, je préfère aller chez mon petit magasin, j'ai mon petit épicier. Au moins, il me dit tout de suite, voilà, je sais que ça vient de tel pays, je sais qu'au moins tout ce qui vient d'Israël, il ne vend pas, tu vois. Ça c'est vrai. Moi, je suis tranquille. Voilà. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Je pense qu'il faut privilégier effectivement ces petits commerces. D'ailleurs, et parfois ils nous ramènent d'ailleurs de la très bonne qualité. Je sais que j'en ai un en bas de chez moi et d'ailleurs la qualité qu'il ramène au niveau des fruits et des légumes, c'est pour ça que je profite d'acheter chez lui pour déjà le faire vivre, parce que je pense que ces commerces souffrent aujourd'hui et ils sont voués à disparaître si derrière nous on fait pas cette démarche d'aller acheter chez eux. Voilà Christophe. Alors Carrefour, ça intéresse quand même, ça intéresse messieurs là. Bah oui, 01 40 33 9000 avec Ahmed. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ton invité. Ahmed, tu nous appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. De Saint-Denis, en région parisienne. Alors Carrefour, ça t'évoque quoi? Alors, moi, Carrefour pour moi, à mon avis, ça c'est à cause de la concurrence. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi Amazon était en train de faire un centre commercial sans caissière. Oui, absolument, donc, en ligne. Ouais. Voilà, il est en train de tester et tout ça. Donc, à mon avis, Carrefour, il veut, voyez, il y a trop de caissières, etc. Demain, il va pas assurer avec Amazon. Imaginez un centre commercial, pas de caissière, rien du tout. Mais donc, j'irais plutôt pour ça. En train de préparer le terrain. Absolument, non, mais la concurrence est terrible, hein, évidemment, pour les grandes surfaces. Comme centre commercial, pas de caissière, rien du tout, rien qu'avec des caméras. Donc, je vais vous raconter un truc qui m'a fait halluciner. Je suis allé acheter, pour ne rien vous cacher, mes dosettes de café, pour une célèbre marque que tout le monde connaît. Et lorsque tu vas dans leur magasin,
Donc tu prends tes paquets de 10 là, tu les mets dans ton petit sac, et t'arrives, tu poses ton sac sur la caisse automatique, hein. La caisse automatique est capable de te détecter combien de boîtes tu as prises. Bien sûr. Et tu as pris et te dit combien tu dois. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais bien sûr, mais plus on avancera dans le temps et vous allez voir qu'on va subir une crise, mais une vraie crise là-dessus, parce que je pense qu'on n'est pas conscient de ce qui va se passer plus tard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas de la concurrence. Il y a la question de la concurrence, mais faut rappeler peut-être que ces actionnaires aussi, ils sont en train de multiplier leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est ça qui est inacceptable. Bah, bien sûr. Et aujourd'hui, on a des femmes, des mamans aujourd'hui, moi que je connais et qui travaillent dans ces centres commerciaux. C'est que aujourd'hui, ça va être les premières victimes de cette situation. Donc, aujourd'hui, quand moi je vais à Carrefour ou à Leclerc, d'ailleurs, je vais de moins en moins parce que je vois déjà c'est très désagréable quand on y va. Et j'y vais vraiment parce que j'ai pas le choix quand je vais acheter des choses que je ne trouve pas ailleurs. Ouais. Bon voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mamans et ces pères de famille qui travaillent sur place, ils vont à contre-cœur parfois parce qu'ils subissent aussi des difficultés. Là, on va se retrouver avec des Carrefour qui vont être en grève partout dans toute la France parce qu'il va y avoir des suppressions de postes. Donc, j'espère tout simplement que les citoyens et le peuple français sera à leur côté pour les soutenir. Merci Ahmed, en tout cas depuis Saint-Denis, à bientôt. Nasser est avec nous aussi. Salut Nasser. Oui, salut Christophe. Je salue vos invités, Nasser et tous les auditeurs. Nasser, tu nous appelles d'où? Moi, j'appelle de Paris. Quoi. De Paris, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nasser, Carrefour? Alors pour moi, Carrefour, c'est pour moi personnellement, c'est le mépris pour les petits ouvriers, quoi. Ça a toujours été pas de justice. Mais pour la justice, c'est toujours la même chose. Hier, on a parlé de la justice, c'était pareil. Et aujourd'hui, les petits vont payer. Voilà, c'est toujours les petits qui payent. Mais c'est ça. C'est toujours l'ouvrier qui paye. C'est exactement toujours. Ça. Voilà, c'est malheureux de le dire, mais c'est toujours le petit qui paye. Et Nasser, tu fais quoi dans la vie? À force de taper sur le petit, voilà, un jour, c'est comme si vous prenez un baril et vous mettez de la poudre, un jour ou l'autre, il va exploser. De perlimpinpin. Voilà. Merci beaucoup Nasser, en tout cas, pour ton appel. Bon, allez, on referme cet épisode Carrefour. En tout cas, vous pouvez revoir cet avis tranché, cette révolte que vous pouvez aussi partager, parce que aussi c'est une manière de se faire entendre, un message. L'avis tranché de Nasser Lajili, Christophe Le Grand Forum sur Facebook, bien sûr. Alors, tiens, on va se rendre en Allemagne, messieurs, dames, pour vous donner cette information qui peut être considérée comme une belle histoire d'ailleurs. Avouez quand même que Allah, le Tout-Puissant, guide qui il veut pour le coup. Un leader politique de l'Alternative for Germany, AfD, s'est converti à l'islam et a démissionné de son poste au sein du parti anti-musulman, a confirmé le parti. Arthur Rouanier, qui est membre éminent du parti d'extrême droite dans l'état de Brandenburg en Allemagne de l'Est, a démissionné pour des raisons personnelles, a confirmé un porte-parole du parti. Selon une chaîne publique allemande, Joeld, Rouanier, qui est membre du parti, depuis 2015, a refusé de commenter un des quotidiens qui a annoncé sa nouvelle de sa conversion en répliquant « C'est mon affaire privée », a-t-il déclaré au quotidien. Selon le comité d'État de Brandenburg en Allemagne, le travail de Rouanier s'est concentré sur l'Église et les communautés de foi, selon ce quotidien. Je rappelle quand même que ce parti auquel il faisait partie a fait campagne contre les réfugiés, les migrants, et a marqué l'histoire en remportant quand même 12,6%. C'est ça, troisième place. Des suffrages lors des élections fédérales. C'était en septembre 2017, pour la première fois, la Bundesland, le parti est devenu le 3e plus grand parti du pays. Belle histoire quand même, de ce leader d'extrême droite qui se convertit à l'islam, Nasser. Mais non, mais tant mieux, c'est que je pense qu'il a pris conscience aussi peut-être de la lecture de cette religion, parce que la plupart des gens qui sont islamophobes aujourd'hui ne connaissent rien à cette religion. Après, bon, c'est sa vie privée, je pense que je vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que s'il veut pas en parler, c'est son choix, et je respecte d'ailleurs. Mais par contre, moi, ce que j'attends beaucoup de cette personne qui était leader de l'extrême droite, de se battre contre le racisme et contre l'islamophobie dans son pays, parce que il y a de l'islamophobie et du racisme qui règne dans son pays. Et donc, je pense que lui, il peut être un leader et un fervent défenseur de cette cause.
Bon, à titre, on peut faire un peu de réelle fiction pour le coup. On peut imaginer Marine Le Pen qui se convertit à l'islam. Ça serait marrant. Hein? Ça serait marrant. Vous imaginez Marine Le Pen portant le voile, le foulard. J'avais vu une photo sur les réseaux sociaux où ils avaient fait un montage. Des photomontages. Ça lui allait très très bien d'ailleurs. Ah oui, trop. Ou Gilbert Collard. Ça c'est autre chose. Faire la shahada, c'est magnifique quand même. Hein, quand on pense que c'était le défenseur soi-disant de SOS Racisme, franchement ça m'inquiète un peu quoi. Bon voilà. Bon, je pense qu'il doit y avoir des appels. Mais oui, absolument, il y a des appels au 01 40 33 9000 à l'image de Yamine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Yamine. Enchanté Yamine. Yamine. Bonsoir votre ami. Bonsoir Yamine. Par contre, parlez bien distinctement devant le téléphone. Par rapport à Carrefour qui licencie plus de 4500 personnes apparemment en France. C'est ça, c'est en cours. Oui. Et notamment des caissières. Oui. Et il remplace les caissières par des machines automatiques. Moi, je suis un peu étonné. Il y a un magasin qui a ouvert récemment dans le 91. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, 91 ou dans le 91? Voilà, c'est une chaîne américaine. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Costco. On va dire c'est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis. Ouais. Non, je connais pas. Des données. Dans chaque caisse, il y a 2 personnes. Dans chaque caisse. 2 personnes. D'accord. 2 personnes par caisse. Ah oui. Pourquoi il y a 2 personnes par caisse? Il y en a une qui vous range vos affaires dans le caddie, tout ça. Ah ouais, c'est sympa ça, dis donc. Je vous l'assure, je vais assez régulièrement là-bas. C'est où dans le 91? C'est à Villebon-Sérénette. On va leur faire même un peu de publicité. Ah ouais, carrément, ouais. Bah oui. Bah écoute, ils ont ouvert leur premier magasin et apparemment ils veulent ouvrir d'autres magasins un peu partout. Et ils vendent de tout, hein, à l'image d'une grande surface. Oui. En fait, moi je les connais plus ou moins assez bien. Si vous voulez, c'est entre Carrefour et Métro. D'accord. Ils vendent à la fois aux particuliers et aux professionnels. D'accord. Voilà. Très bien. Et généralement, c'est des grosses quantités et tout ça. Je pense qu'il faut prendre une carte annuelle qui permet d'entrer dans ce magasin et de faire ses courses. D'accord. Bah écoutez, alors là, pour le coup, je savais pas. Nasser, t'étais au courant, toi? Non, pas du tout. Je connais pas du tout cette enseigne. Costco, c'est très très connu ailleurs. D'accord. Bah, pour le coup, voilà, un petit coup de pub gratos, ça s'impose pour le coup. On ira faire un tour. Parce qu'on s'amuse beaucoup à critiquer. Et les prix sont attractifs ou ça reste abordable? Si on achète des grosses quantités, oui, c'est très très intéressant. Après, ils vendent beaucoup de grandes marques. Après, un peu comme les magasins de Bigrissa et tout ça. Ouais. Mais on trouve des jeans, des habits, des valises, de la nourriture. Rappelle-nous comment ça s'appelle? Ça s'appelle Costco. Costco, c'est attaché. Ouais. Bon. Voilà. Bah, allez chercher, les gars. Merci à toi, Yamine. Vous savez, moi je travaille un peu avec les Américains, je suis dans le transport de personnes depuis une dizaine d'années. Ouais. Et je peux vous dire, on critique beaucoup les Américains, mais honnêtement, moi, c'est mes meilleurs clients, c'est les Américains. De très très loin. Ah bah oui, non mais ils ont la discipline du travail, les Américains, il n'y a rien à dire là-dessus. Surtout, moi je trouve, les clients qui se transportent, peut-être je me trompe, ils sont très humbles, très modestes. Et pourtant, des fois, ils ont beaucoup d'argent. Bah, vous savez, ça conforte ce que je pensais, enfin, ce que je pense aujourd'hui. Oui. Parce que, avant, je suis parti à New York, pas plus tard que l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et, j'avais un petit a priori, des préjugés. Tu vois, c'était pas bon du tout. Et alors là, j'ai été absolument, surpris dans le bon sens de la qualité d'accueil, de la gentillesse de la population new-yorkaise. Exactement. Alors, pour vous situer, donner juste un exemple à Paris. Lorsque vous êtes touriste et que vous demandez votre chemin, on vous indique tout sauf le bon. À New York, on vous voit chercher sur une carte, vous savez, sur un truc une carte grandeur nature. Les gens s'arrêtent spontanément pour vous aider. Vous êtes en train de vous prendre en photo, vous savez, tel des bons touristes évidemment avec votre épouse et votre enfant. Les gens s'arrêtent pour vous prendre en photo. C'est magnifique cette chaleur humaine qui existe à New York, parce que je sais pas ailleurs, mais en tout cas à New York, moi ça m'a surpris. Et vous savez quoi? Je vais y retourner bientôt. C'était il y a combien de temps, Christophe? C'était il y a 2 ans à peine. Bon, il y a eu Trump entre temps, hein. Ouais, non, c'est pas Trump qui va changer la population des gens. Non, ça, je suis d'accord. C'est pas Trump qui va changer la gentillesse des Américains, pour le coup. Des New-Yorkais. Merci en tout cas, Yamine. Merci à vous. Salut. Bon courage, vous faites. Merci à toi. Et c'est là qu'il faut pas confondre. Et c'est là qu'il faut pas confondre, si vous voulez, la politique d'un pays et le peuple. Parce que le peuple, il a beaucoup de choses à faire valoir, et heureusement qu'il est là pour rattraper les conneries de ces dirigeants du monde. Bon, tiens, si on faisait un petit tour par le zapping, messieurs dames. Tiens, parce qu'il y a du bon. Et voilà qui va intéresser peut-être les consommateurs, et je suis certain qu'il y en a parmi les auditeurs, les consommateurs de cannabis, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce matin, chez le confrère d'Europe 1, a annoncé une amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis. Ça y est, c'est dans les trous.
Alors si vous voulez, je ne sais pas si je vais vous décevoir ou pas, mais nous allons forfaitiser ce délit. Vous connaissez ce que disait le candidat Macron pendant sa campagne. On veut effectivement tout de suite, avec les tablettes modernes qu'on va avoir, avec les applications, tout de suite demander une somme, mais ensuite il peut y avoir des poursuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépénalisation de l'usage du cannabis. Donc ce ne sera pas une simple contravention qui éteindrait la procédure, ce sera une amende forfaitaire qui permettra des poursuites ensuite. Absolument, en fonction de ce qu'on aura pu voir par la suite, effectivement ce que nous faisons avec la forfaitisation n'éteint pas l'action pénale. Ce sera un projet de loi déposé dans les mois à venir. Oui, ça prendra place dans un certain nombre de lois que nous allons présenter, et en particulier peut-être sur la réforme de la procédure pénale. Mais pour nous, c'est surtout quelque chose qui doit se faire avec les nouvelles technologies. Gérard Collomb ce matin chez nos confrères d'Europe 1 qui se prononcent pour de rendre les amendes forfaitaires pour les consommateurs de cannabis, mon cher Ami Nasser. Ouais. Bon après ça c'est un choix. Voilà. Après je sais que sur la question du cannabis, ça fait pas consensus. On sait très bien. Moi je sais que. Il y en a qui sont pour la dépénalisation par exemple. Je suis d'accord. Le marché. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis partagé là-dessus quand même. Ouais. Je suis assez partagé. Mais bon. Je respecte aussi ceux qui sont malheureusement. Il y a énormément de consommateurs, y compris d'ailleurs chez les grands de ce monde. C'est ça, mais même dans les palais de la République, ça y va. Mais ça, je suis complètement d'accord. Effectivement. Et si c'était que le cannabis d'ailleurs. Bon, je dis ça, je dis rien. Autre chose, tiens, on en parlait tout à l'heure avec nos auditeurs. CNews, ce matin, dans l'émission de Pascal Praud, le chanteur Kali quitte le plateau en découvrant qu'Éric Zemmour est là surtout, mais en découvrant que Éric Zemmour n'a absolument pas changé et persiste et signe, et du coup Kali, il a quitté le plateau. C'était une blague. Si c'était une blague, je souscris à cet esprit de légèreté que vous avez apporté au débat. Kali. Moi j'entends votre repenti et c'est pas un repentir, est-ce que vous pouvez donc en direct présenter vos excuses à Youssoupha et à tous les rappeurs que vous avez à ce moment-là humiliés, que non, vous je avez présente pas mes excuses à un type qui dit qu'il faut me tuer, donc il y a des limites à tout, si vous voulez. Et à tous les rappeurs que vous avez qui sont nuls. Je maintiens. Pardon? Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi je veux quelque chose. Monsieur a eu le droit de parole. Mais asseyez-vous, vous n'avez plus les micros. Non, asseyez-vous. Attendez, asseyez-vous. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Asseyez-vous. Ah oui? A donné la parole à ce monsieur. Asseyez-vous et parlez dans le micro. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Ce monsieur a provoqué, a présenté la haine, a dit des mots terribles qui ont fait du mal à des gens. Vous en parlez encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. Voilà, je suis désolé. Merci. Du coup, je comprends son temps de parole. Voilà. Oui. Bon, allez-y, ce sera plus intelligent. Je veux pas être le complice. Mais pourquoi vous êtes le complice? Pardonnez-moi. Encore la parole à ce monsieur. Mais pardonnez-moi. Mais on peut. Alors, ça c'est. Juste, vous avez souligné la gravité des propos qui ont été tenus donc par Youssoupha à votre rencontre, parce qu'il y avait un sous-entendu. On va pas parler de Youssoupha toute l'émission. J'ai dit. D'accord, il n'y a pas de souci, mais c'était. Bon, j'étais en train de tenter une transition avec ce que je voulais dire. Alors allez-y. Voilà ce qui s'est passé ce matin sur CNews quand Kali n'a pas voulu rester continuer l'émission parce que Zemmour était là et qu'il en avait marre et voilà. Je trouve qu'il est courageux, c'est bien ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Après voilà, c'est un point de vue. Moi j'aurais fait la même démarche que lui parce que donner la parole à une personne qui fait que dénigrer. D'ailleurs c'est des gens comme lui qui amènent la division des Français dans notre société. C'est qu'aujourd'hui on est face à un mec comme Zemmour où on lui donne un audimat mais énorme, que ça soit dans toutes les chaînes. C'est pour ça que moi c'est ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens qui sont intelligents qu'on trouve dans des quartiers populaires qu'on trouve qui pourraient le contrer dans ces positions et malheureusement c'est pas ceux qu'on invite le plus souvent dans ces plateaux-là. Dans un instant on fait le point sur la question du jour à laquelle vous pouvez évidemment participer en votant sur Facebook, sur Twitter @GF officiel, Facebook France Maghreb 2 et on continuera notre zapping. On se rendra au Maroc. Attention mes amis marocains, j'ai besoin de vous entendre réagir sur j'allais dire ces terroristes marocains de Daesh qui manquent pas de culot pour le coup. À tout de suite. France Maghreb.
Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, votre talk de fin d'après-midi avec Nasser Lajili en ce jeudi après-midi. Soyez les bienvenus, messieurs, dames, jusque 18h avec cette question du jour par rapport à la gestion de la crise des prisons et des gardiens de prison depuis 11 jours maintenant. Est-ce que le gouvernement gère bien cette crise selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, eh bien, vous êtes en grande majorité à dire que non, le gouvernement ne gère pas bien cette crise. Vous répondez aussi en nous appelant si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. On poursuit notre zapping avant de passer à notre deuxième sujet. Et là, amis marocains, marocaines, je vous invite à réagir pour le coup dans un instant. Si nous faisions un petit tour par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour écouter la colère de la présidente de la commission des lois après une remarque sexiste d'un député LR devant les caméras. Bien sûr, écoutez ça. Qui indique que le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d'information créées par celle-ci. La publication des rapports établis par ces missions d'information est autorisée par la commission et c'est ce que nous sommes censés faire à l'issue de nos débats de ce jour. Je vous remercie de vous en souvenir et de ne pas réitérer ce genre d'actes. Je termine sur ce point par en fait, je suis un petit peu énervée parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des deux rapporteurs puisse aller en plateau et je trouve ça particulièrement scandaleux et je tenais à vous le dire. Monsieur, je ne sais pas comment vous êtes organisé pour prendre la parole, monsieur Pouya, monsieur Reda. Monsieur Reda, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit. J'adore vos réflexions fort misogynes, monsieur Preda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc. Je vais commencer le rapport dans un climat que vous avez placé dans une ambiance fort courtoise. On serait à deux doigts de vous proposer... Monsieur Reda, je ne suis pas responsable de ce climat, c'est vous qui l'avez instauré. Voilà, alors bonne ambiance, hein, donc... ça se passe à l'Assemblée nationale. Hein. Ah, je vois que c'est chaud. Ouais. Hein, donc petite remarque sexiste, hein, donc qui a très mal été perçue par cette dame, donc qui a fait savoir sa colère. Justement, on reste à l'Assemblée nationale, Nasser, puisque depuis hier, tenue correcte exigée pour les députés lorsqu'ils s'expriment dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale, sur proposition du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Le bureau de l'institution, composé de 22 élus de tous bords, a modifié hier le texte qui régit les tenues vestimentaires dans l'hémicycle. Alors, déclencheur de ce changement, le port début décembre, vous vous en souvenez, par l'insoumis François Ruffin, d'un maillot, d'un t-shirt de l'Olympique Haucourt, petit club amateur du département de la Somme, et ce, afin de dénoncer les manquements des montants astronomiques de joueurs de football dans le pays. Alors désormais, les règles ont changé. Écoutez François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui nous les détaille. Écoutez plutôt, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Sera prohibé le port de tout signe religieux ostensible. Nous avons repris mot pour mot ce qui était dans la loi de 2004, parce que nous voulons une neutralité à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée. Toute utilisation d'un uniforme, de logos ou de messages commerciaux, publicitaires ou politiques, des t-shirts, des vestes ou des pulls qui portent des messages, c'est pas la peine, on s'exprime par la parole. Voilà pour François de Rugy sur la chaîne parlementaire, Nasser. Oui, mais ça c'est surprenant. J'espère tout simplement que sur la question des signes religieux, je sais pas si, parce qu'apparemment ça date de 2004 cette décision de ne pas faire qu'il n'y ait pas de signes ostentatoires ou des signes religieux à l'Assemblée nationale. Mais j'ai le souvenir l'année dernière de Habib Meyer qui a émis une kippa. Et d'ailleurs, je sais pas s'il a été sanctionné. C'est pas le seul d'ailleurs, avec Claude Glasgen, je crois. Exactement, ils étaient deux à mettre la kippa, et d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils étaient sanctionnés. Après, effectivement, il a fallu qu'on attende France Insoumise à l'Assemblée nationale pour que on remette les choses à l'ordre, parce que d'ailleurs, effectivement, ils avaient fait ils s'étaient fait remarquer en début de mandat sur qu'ils ne souhaitaient pas porter la cravate, etc., parce que on devait pas nous imposer comment on devait nous habiller. Ouais.
C'est ce que Mélenchon disait en début de mandat avec son équipe de la France Insoumise. Et moi, je les rejoins complètement là-dessus. On se souvient aussi d'Alexis Corbière qui arrive avec son cadet de course, oui, à l'hémicycle. Donc avec 5 euros. Donc, pour le coup, c'est officiel. Et sauf erreur de ma part, cette décision prise ne peut pas constituer un appel quelconque. Voilà, c'est une décision qui reste sans appel pour le coup à vérifier, mais je sais qu'on se renseigne là-dessus, mais a priori j'ai cru voir et cru lire qu'elle n'était pas elle ne pouvait pas être attaquée ou qu'il y ait un quelconque retour qu'est-ce que je raconte moi, un quelconque recours, voilà. D'accord. Donc affaire à suivre, donc à l'Assemblée nationale, messieurs et dames les députés, plus de kippa, plus de hijab, plus de tenue correcte exigée, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ce qui est de ce zapping d'aujourd'hui. Alors, tout de suite on va passer à un autre sujet. Et là je vous invite à bien écouter, messieurs dames, marocaines, marocains, principalement, mais aussi les autres, pour vous dire quoi? Eh bien pour vous dire que au Maroc, pour se faire l'écho d'un texte inouï, un morceau d'anthologie dont la presse marocaine n'a pas daigné relever les contradictions d'ailleurs, les terroristes marocains de Daesh qui non seulement annoncent leur retour massif du front syrio-irakien après la déroute de Daesh, mais qui de plus posent leurs conditions dans un appel où ils demandent au gouvernement al-Othmani d'ouvrir ce dossier, de lui trouver une solution à même de préserver la dignité de ces derniers. Par ailleurs, ils invitent l'exécutif à envoyer, messieurs dames, un représentant en Syrie pour s'enquérir sur place des conditions des Marocains, rien que ça. Au passage, l'association des Marocains de Syrie récuse le terme de djihadiste et lui préfère celui plus soft de migrants. Exil et selfie à la Kalachnikov. Oubliez les exécutions sommaires d'otages des armées. À la trappe, des milliers de victimes terrorisées par une police des mœurs composée justement majoritairement de ces Marocains de Daesh. Qui ont qui la triste réputation d'avoir fait bien plus que ce que leur demandait. Mais le problème n'est pas là. Comment des criminels en puissance, des personnes qui ont du sang sur la main et qui de plus sont passibles de prison ont eu le culot de demander à être accueillis, sinon en héros, du moins en bons immigrés qui reviennent au pays. Moi, ça me choque. Et vous, Nasser Laghi, amis auditeurs, auditrices, 01 40 33 9000. Pour qui se prennent-ils, ces gens-là? Mais effectivement, c'est inacceptable. Inacceptable qu'on accueille ces gens-là au Maroc, que ça soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, parce qu'il y a, il faut peut-être rappeler aussi que même en Tunisie, les gens ont été, il y a beaucoup de Tunisiens qui sont partis en Syrie combattre. Oui. D'ailleurs, ça a été un record l'année dernière. Donc, effectivement, ces gens-là ne méritent pas de revenir. Il faut qu'ils assument ce qu'ils sont en train de faire sur place et qu'ils soient jugés soit par les autorités syriennes ou soit par les autorités marocaines, mais qu'ils soient en prison et qu'ils soient jugés par rapport à ce qu'ils ont fait sur place. Et ils demandent donc, ils exigent en fait d'être bien soignés, qu'un représentant du gouvernement marocain parte sur place pour s'enquérir un peu de leur situation. Non mais c'est assez hallucinant quand même de voir ça. Hein, bien sûr, c'est incroyable. Alors évidemment, je pense que le gouvernement ne va absolument pas répondre à leurs attentes quelconques. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir cher monsieur, quel est votre prénom? Bonsoir, moi c'est Kamel. Kamel, il nous appelle d'où, cher Kamel? Du 91, à Tismons. À Tismons, qu'est-ce qui se passe Kamel, on t'écoute? En fait, je viens d'écouter ce que tu viens de dire là. Ouais. Et je suis choqué, c'est vraiment scandaleux ce que je viens d'entendre. Que des Marocains ils posent des conditions pour revenir au Maroc et qu'ils soient appelés migrants après tous les exactions qu'ils ont fait et tous les massacres. Et comme tu as dit, ils ont le culot de poser des conditions. C'est vraiment scandaleux ce que je viens d'entendre. C'est scandaleux, ouais, absolument. Et pour le coup, ça n'a pas été forcément médiatisé ou plutôt dénoncé dans la presse marocaine, étonnamment. Ouais, je comprends pas aussi. C'est n'importe quoi. Ce que je viens d'entendre, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, absolument. Voilà, je voulais passer un coup de gueule par rapport à ça, c'est vraiment terrible ce que je viens d'entendre. Eh ben, merci à toi en tout cas de nous avoir appelé depuis Attismont, c'est bonne route pour la rentrée. Merci à toi. Merci, au revoir. 01 40 33 9000, scandalisé par évidemment ce culot donc de ces gens, de ces terroristes de Daesh. On parle là des Marocains de terroristes de Daesh qui posent des conditions pour rentrer au pays. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, c'est ça, bonsoir à votre invité. Bonsoir, quel est votre prénom? Je vous appelle, je m'appelle Mourad. Mourad, tu nous appelles d'où, Mourad? Malakoff. Malakoff, très bien, on se balade en région parisienne ce soir. On vous écoute, Mourad.
Je voulais réagir au sujet de ces terroristes. Et j'ai une proposition moi, à faire, que le roi leur ouvre les portes. Et une fois arrivés là-bas, qu'ils s'occupent d'eux comme eux se sont occupés des enfants et des femmes qui ont égorgé. Exactement. C'est pour la loi du talion, quoi. C'est ça. En place publique, s'il vous plaît. Comme ils ont fait à Saddam Hussein, ils l'ont filmé pour que le monde entier le voie. Qu'ils les filment, que le monde entier les voie et qu'ils sachent que c'est pas des musulmans. Voilà. Merci pour ta proposition. À bientôt et bonne soirée. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour tous ces sinistrés suite à la crue de la Seine et d'autres aussi rivières, fleuves et compagnie. Ceux qui sont dans l'eau, je pense aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges, je pense aux habitants de Crosne, je pense aux habitants du côté de Beson, un peu partout dans la région parisienne, en Seine-et-Marne aussi, dans la Marne, dans le Val-de-Marne absolument, oui, Villeneuve-Saint-Georges qui est dans l'eau, tout à fait. pour le coup. Et puis on voyait des maisons absolument entièrement quasiment l'eau est rentrée, quoi, c'est assez impressionnant. Puis aussi dans la Marne là également, pensez aussi à vous, bien sûr, vous qui êtes peut-être dans l'eau, donc beaucoup de courage à vous. 01 40 30 39 000. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Habib d'Aubervilliers. Oui, bonsoir à vous, on vous écoute. Bonsoir. J'ai oublié de donner quelques mots, donner mon avis. On vous écoute, vous êtes en direct, on vous écoute. Est-ce que vous pourriez baisser légèrement votre radio, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Voilà. Alors, on vous écoute. Alors, je suis pas d'accord que ce qu'ils font, les gens, qu'ils ont tué beaucoup de monde là-bas en Syrie. Oui. Et après, ils demandent d'être bien accueillis. C'est faux. Il y a que les prisons qui les attendent, normalement. Et ils ont tué des jeunes, des bébés, des femmes et tout. Hein? Exactement. On est d'accord, c'est pour ça que... les Tunisiens, là, en Syrie, il y en a plein qui sont partis en 2011, depuis que là-bas, ils ont pris le pouvoir, là. Ils ont envoyé combien de milliers là-bas en Syrie? C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est incroyable. Ouais. Il y en a qui sont rentrés dans le cercueil, il y en a qui sont pas rentrés morts. Ils étaient enterrés là-bas. Ouais, et il y en a qui sont rentrés, qui ont réussi à passer au travers des mailles des filets. Pour l'instant, la Tunisie essaie de faire face. Des jeunes filles, des Tunisiennes là, qui sont entrées les ventres pleins, enceintes aussi. Ouais. De là-bas, des gars de Daesh. Merci à vous en tout cas. C'est effectivement, c'est effectivement le cas similaire dans beaucoup de pays, la Tunisie, le Maroc. Mais là, pour le coup, je voulais pointer du doigt ces gens qui ne manquent pas d'air, pour le coup, et qui en plus demandent à être bien accueillis, posent des conditions, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, tout à fait. Les mecs, vous êtes des gros malades. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Rabat, de Servan. Bonsoir, Rabat. On est dans quelle ville, pardon? J'ai pas entendu. Servan, dans le 77. Ah, 77. Vous êtes pas dans l'eau, vous? Tout va bien? Ouais, on est les pieds dans l'eau, là. Ah, vous êtes les pieds dans l'eau? C'est des régions qui sont un petit peu hors eau. D'accord. Oui, non, mais je voulais vous dire juste que par rapport aux Marocains, moi je trouve que c'est normal qu'ils demandent ça, parce que je pense que s'ils ont été là-bas, c'est que le gouvernement les a envoyés. Faut pas oublier qu'il y a pas mal de conseillers militaires israéliens au Maroc. Après, est-ce qu'on a des... oublier non plus que les Turcs ont envoyé pas mal de gens là-bas en Syrie. Et qui reviennent. Moi, je trouve que c'est normal qu'ils le demandent. Ils ont été envoyés pour faire une mission. Ben voilà, maintenant c'est fini, ils reviennent. Hein. Après, ça reste à prouver si vraiment ils ont été envoyés par le gouvernement. Moi, cher monsieur, je trouve un peu votre réaction. Indirectement, je veux dire, ça reste à prouver, c'est indirectement. Je veux dire, c'est la grande alliance, comme ce qui se passe au Yémen. C'est la grande alliance. Il y a le Maroc là-dedans aussi. Oui, ça, pour le Yémen, il y a le Maroc, effectivement, qui fait partie, c'est un autre sujet de la coalition arabe. Il y a une grande alliance là-dedans, et puis voilà, c'est les Américains, c'est les grands pourvoyeurs, et ils sbires, ils suivent, hein. Mais moi, je trouve qu'ils ont raison de demander, pourquoi pas? Ah ouais, bon, bah écoutez. Ils peuvent toujours avoir quelque chose, hein. Mais qu'ils soient jugés. Les avis s'entendent, il n'y a pas de problème, mais qu'ils soient jugés, c'est très important. Merci en tout cas. Non, mais qu'ils soient jugés, je veux bien, mais bon, on va juger toujours les mêmes. Non, mais attends, Rabat. Ceux qui nous ont envoyés ne seront jamais jugés. Rabat, tu peux pas ne pas juger quelqu'un qui a tué aveuglement, qui a tué sans savoir pourquoi, qui s'est rendu dans un pays sans savoir peut-être même où il se trouvait avant sur la carte. On est d'accord. On ne sait même pas la cause. Les responsables ne seront pas jugés.
Ouais. Je peux pas l'entendre parce que quand je dis je peux pas l'entendre, c'est qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des gens qui sont partis en Syrie, personne les a envoyés, personne les a obligés à partir surtout. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que je prends en compte que ceux qu'on a envoyés là-bas, il y a beaucoup de gens qui avaient besoin d'argent. Non mais d'accord, mais besoin d'argent pour tuer des gens. Non mais ne me dites pas qu'avec un passeport, ils ont passé toutes les frontières tranquillement, sans que personne les voit. Mais on peut pas dire aujourd'hui que certaines familles n'avaient pas d'argent, ils étaient obligés de partir en Syrie. Mais vous imaginez, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter, en gros, de dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont partis en Syrie pour tuer et parce qu'ils avaient besoin d'argent. Je trouve ça inacceptable qu'on entende ce discours-là. C'est un avis personnel. Si tu as besoin d'argent, tu vas bosser comme tout le monde. Bien sûr. Voilà. Mais franchement, non mais c'est ton avis. C'est quoi? Là-bas, c'est ton avis. On n'est pas d'accord avec toi, on le fait savoir. C'est ça le principe de l'émission. Voilà. Bah évidemment, tu l'as dit. Voilà. En tout cas, c'est ton avis, on l'a écouté. Merci à toi là-bas. Mais ressaisis-toi mon ami, ressaisis-toi. 01 40 33 9000. On peut évidemment se poser des questions. On l'a fait ici ouvertement sur le fait que la France ait autorisé des mineurs à quitter le territoire sans autorisation parentale pendant plus de 2 ans et demi. On peut parler de complicité. Pourquoi les familles ne portent pas plainte contre l'État français, par exemple, là, si on prend les cas concrets de la France. Mais, comme le dit si bien Nasser, on n'a certainement pas demandé à qui que ce soit de partir là-bas, d'aller se faire exploser, d'emmener les femmes et en plus les gamins dans un endroit dont je répète, ils ne connaissaient absolument pas ni la cause ni l'endroit, partir tuer aveuglément des gens et participer à une guerre qui n'est absolument pas la leur et en plus pour faire du mal à la religion musulmane. Parce qu'ils font ça soi-disant au nom de Dieu. Et vous êtes des gros malades. Mais c'est là qu'on sent que notre société va mal. Oui, donc c'est clair. Voilà, c'est là qu'on voit que la société va mal parce que s'il y a autant de personnes qui partent et il y a qu'à regarder d'ailleurs les pays où il y a eu plus de départs, c'est souvent des pays où justement la société va mal. Exactement. Et la France, la société va mal. On peut le constater. Tout à fait. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Samir 95. Bonsoir Samir dans le 95. Badoise. Dans le Badoise. Alors. Oui, je voulais intervenir parce que là c'est vrai que là on les a presque jugés avant même que la décision soit prise par tel ou tel gouvernement au niveau du rapatriement des personnes. Mais encore faut-il savoir qui sont les personnes qui ont tort et ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien à se reprocher. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des femmes aujourd'hui avec des enfants, qui se retrouvent entre les deux. Donc, si aujourd'hui on leur dit, non, si vous venez en France, vous allez en prison, on leur trouve quoi comme solution? Faut arrêter. Donc, vous avez les douanes en Turquie, ça a été le passoire aux gens justement qui souhaitaient venir en Syrie. On a une base de données au niveau de sport qui permet de tracer chaque personne et de savoir qui est là-bas, qui est pas là-bas. Enfin, je pense qu'il y a un moment il faut arrêter. On ne pourra pas les condamner en Syrie parce qu'il n'y a pas encore une politique démocratique qui pourrait rendre justice à chacun. En Irak, oui. Chacun soit jugé dans le pays d'origine. Et oui, mais sur des bases de quoi? C'est ça la question. Aujourd'hui, il y a des femmes qui reviennent de Syrie en France. C'est des terroristes. Non, c'est pas des terroristes. Faut arrêter les conneries. C'est des gens qui ont suivi un mouvement et puis qui se sont rendus compte là-bas et se sont fait piéger. Et puis c'est tout. Ouais, non, c'est ton avis. C'est ton avis, on l'entend et on le respecte. Permets-moi juste de te dire qu'on ne peut pas. Enfin, moi, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je respecte ton avis pour le coup, mais tu peux pas dire aujourd'hui ici que les gens sont partis sans savoir où ils allaient. Il faut arrêter le délire. Ils le savaient très bien. La propagande djihadiste, la propagande de Daesh, on la connaissait. Je veux dire, il y a qu'à aller voir les réseaux sociaux et compagnie. Mais complètement. Ils ont droit à une justice. Quelle que soit la personne, ont droit à une justice. Non, mais ça on est d'accord. Mais qui a dit le contraire? À prendre tout le monde dans le même sac et à les condamner. Non. Non. Alors, s'il faut faire du cas par cas, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Par contre, à aucun moment j'ai dit qu'il fallait pas qu'on les accepte qu'on les accepte parce que effectivement c'est des citoyens ou c'est des personnes, des ressortissants entre guillemets d'un pays. Mais par contre, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va laisser passer ce genre de démarche parce que c'est des gens qui ont cautionné ou qui ont accepté de partir dans un endroit où il fallait pas partir. Je suis désolé. Après, on peut dire qu'effectivement notre société va mal parce qu'il y a tel et tel truc, mais voilà, à un moment donné, il faut faire très attention. Quelqu'un qui fait des erreurs, il faut bien souligner une chose.
parce que c'est un travail qui a été fait. Ils sont pas partis comme ça. Hein. À partir du moment où vous avez des jeunes ou des gens qui sont stigmatisés tous les jours, on ne leur donne pas ce droit d'être français comme tout le monde, des Français à part entière comme tout le monde. On leur dit non, vous êtes issus de l'immigration, vous êtes issus, voilà. Et à la finale, on a des gens je te pose une question. Qui partent pour des Avec tous ces arguments. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais Samir, j'ai juste une question à te poser. Avec tous les arguments qui sont recevables, hein. Attention, les arguments, je les entends. Mais est-ce que toi, Samir, malgré tout ce que tu subis et que tu décris là aujourd'hui, qui est une réalité au travers de ce que tu dis concernant les autres, mais qui est la tienne aussi, est-ce que tu serais parti en Syrie tuer des gens comme ça innocemment? Non. Si, non, faut pas mélanger les choses. Je ne mélange pas. Je mélange pas. On a tous un cerveau. On doit être capable de s'en servir. Faut arrêter. Si en France, on est agressé par une population, par un gouvernement, d'accord, et que moi, j'ai un ressenti d'intervenir en mon nom pour pouvoir sauver les concitoyens français avec qui on vit de tous les jours, et ben j'irai. On appelle ça de la résistance. Point à la ligne. Non mais il y a absolument pas de résistance à aller chez Daesh, Samir. Non, moi Samir, par contre. Non, mais on mélange tout. Samir. Là, vous avez vu pour Daesh, vous avez pratiquement 2 générations. Samir, qui sont nés là-bas. Samir, alors Samir, j'écoute ce que tu dis depuis tout à l'heure. Effectivement, que tu dises que notre société va mal parce que on nous respecte pas, parce qu'on nous reconnaît pas, parce qu'on nous stigmatise, parce qu'on attaque les musulmans. Effectivement, ça, tout le monde fait le constat qu'on a un vrai souci en France sur la question de notre place dans notre société. Mais rien ne justifie de partir dans un pays pour tuer d'autres personnes. Donc moi après l'engrenage, non bien sûr, mais après l'engrenage, moi je te donne mon point de vue. Mais l'engrenage aujourd'hui, la vraie question de fond, c'est de savoir est-ce que ces jeunes fréquentent ces mosquées. Aujourd'hui, personne de ces jeunes qui sont partis en Syrie ou ailleurs fréquente ces mosquées. Ils ont dû regarder des choses sur Internet et qu'ils ont fait croire qu'ils allaient avoir le paradis, etc., etc. À un moment donné, c'est pour ça que je dis, rien ne justifie aujourd'hui qu'on doit partir dans des endroits comme ça. La seule manière de défendre vraiment une cause sur ces questions-là, c'est de s'engager politiquement si vraiment on constate qu'il y a une injustice. Il faut s'engager dans le monde associatif. Il faut être présent. Allez, on se bouge, Samir, on se bouge. Merci en tout cas de ton appel. Merci à toi. C'est moi. À bientôt. Ah oui, les débats sont parfois houleux, mais sont très intéressants. En tout cas, je l'espère. Bien sûr, mais attends. Vous les partagez. Bon, je voulais pas passer à côté quand même de cette info parce qu'elle est importante. Je vous la donne avant la pub et avant le coup de cœur et le Libertad. Je pense que ça va se déchaîner ce soir. On va ainsi prouver au travers de cette information, actualité, que la mobilisation finit par payer, puisqu'il y a 2 semaines, la marche Balance ta réquisition a eu lieu et déjà la mobilisation a porté ses fruits puisqu'un immeuble de la SNCF situé boulevard de l'Hôpital à Paris s'apprête à accueillir des personnes sans logement. C'est ce qui s'appelle une solution intelligente selon les termes même employés par la SNCF. Et le droit au logement ne peut qu'acquiescer. Un des bâtiments de l'entreprise publique situé dans le 13e arrondissement de Paris, entièrement vide depuis plusieurs mois, va être mis à disposition des sans-logés, et cela à la demande de l'association suite à une campagne de mobilisation intitulée Balance ta réquisition, destinée aux grands propriétaires publics, institutionnels ou privés, pour que plus personne ne soit laissé à la rue. Le DAL s'est mobilisé donc le 14 janvier dernier en organisant une marche face au siège de la SNCF. Une délégation de l'association a ensuite été reçue par un représentant du bailleur social de l'entreprise publique. Après accord de la préfecture de la région Île-de-France, au moins jusqu'au printemps, un immeuble de 50 logements va bientôt pouvoir accueillir des personnes qui n'ont pas de toit. Il s'agit là d'un bâtiment condamné pour démolition dans le cadre de la restructuration de la gare d'Austerlitz. L'hiver dernier, il avait déjà été mis à disposition d'une association pour héberger les sans-logés, mais l'opération de démolition prévue l'été dernier a été repoussée. Cette bonne disposition manifestée par la SNCF laisse espérer une issue positive pour une 50aine de familles sans toit, et plus encore se félicite le droit au logement, et on s'en félicite également, Nasser. Bien sûr. Mais je me réjouis de cette décision. Après, moi j'invite toutes les autres grandes entreprises à faire la même démarche, parce que le nombre de bâtiments vides à Paris, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça, c'est que on sait très bien qu'on a des grosses entreprises qui ont des immeubles vides et qui pourraient les mettre à disposition à des personnes qui sont sans abri. Et je trouve que c'est courageux ce qu'a fait la SNCF. Allez, vous allez l'être courageux, j'en suis sûr. Libertad, dans un instant, le coup de cœur de notre ami Nasser Lajili. Il va nous parler de Pierre Rabhi, à tout de suite. C'est ça.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour les quelques dernières minutes de cette émission. Préparez-vous, mesdames et dames, rapprochez-vous de votre téléphone, commencez à composer le 01 40 33 9000, ça va être à vous dans un instant dans le cadre de Libertad. Pour l'heure, voici le coup de cœur de notre ami Nasser Lajili. Oui, France Maghreb 2, le coup de cœur. Ah oui, faut pas oublier le jingle, attention. J'ai oublié le jingle. Ouais, alors je voulais parler de Pierre Rabhi, parce que, alors Pierre Rabhi, c'est un agriculteur bio, qui est romancier et un écologiste dans l'âme, c'est un poète d'ailleurs, et je trouve qu'il est excellent comme gars, c'est quelqu'un qui apporte à la réflexion sur des questions générales, hein, que ça soit sur le cadre humain ou que le cadre écologique, et je trouve qu'il apporte énormément des réponses à des questions qu'on se pose. Donc je vous invite à écouter un petit morceau de ce qu'il dit. Quelquefois, je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et qui de temps en temps va glisser sur la neige ou va se bronzer sur la plage pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année. Ils viennent en vacances, donc ils essayent de compenser ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils devraient avoir toute leur dans la vie, long que pendant un mois, voilà. Et ce mois-là, il faut compenser tout ce qu'on n'a pas eu durant toute l'année. Le monde moderne dit va libérer l'être humain. Mais l'être humain est-il libéré? Puisque de la maternelle à l'université on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs chez nous. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça, c'est un programme libérateur, alors c'est que j'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Vous voyez? Et c'est vraiment l'incarcération et l'enfermement de l'être humain à vie. Donc, vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire et vous donnez votre existence. Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que, déjà, l'existence que vous avez donnée contribue à la justice dans le monde? Alors là, ça, c'est une compensation magnifique. D'accord, j'ai un peu aliéné ma vie, mais ça produit de la justice, mais non, ça produit les 1500 milliardaires en dollars qui sont à la tête de l'ensemble de l'humanité. Excellent. Ah ouais, ça pousse à la réflexion en tout cas tout ça. C'est clair, ce qu'il dit est tout à fait vrai. On vous le postera d'ailleurs sur Twitter, LGF officiel, Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Voilà. Voilà, non, franchement, le réécouter puis le réécouter encore. Et je vous invite surtout à lire ces livres, ils sont très très intéressants. Allez, Libertad, messieurs dames, 01 40 33 9000 qui est là, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, prénom, ville d'appel. Bonsoir, c'est encore Moustapha Damien. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Moustapha? J'appelle par rapport au gars qui parlait tout à l'heure de la Samir par rapport aux mecs de Daesh qui veulent revenir sur leurs conditions. Moi, je suis pas d'accord avec lui, je trouve qu'ils doivent être jugés et condamnés pour ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Surtout parce qu'ils ont sali l'islam en se faisant passer pour des musulmans et que c'est pas des musulmans. Nous, les musulmans, on fait pas ça. Merci, Moustapha. Bon. La prochaine fois, c'est un appel par émission, parce qu'il y a plein de gens qui appellent, hein. Faut laisser la place aux copains, mon ami. 01 40 33 9000. Vous nous appelez, bien sûr. Libertad, c'est votre rendez-vous tous les soirs. France Maghreb 2, bonsoir. Et voilà. C'est reparti. Voilà, va miauler ailleurs. Hop. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Voilà, moi je m'appelle Linda, je vous appelle. Vous appelez d'où? De Marseille. De Marseille, on vous salue à Marseille. Alors, on vous écoute. Alors, moi j'appelle pour dire un petit bonjour. Oui. Et que je vous écoute tous les jours. Ah bah c'est gentil. Je vous remercie pour toutes vos émissions. Voilà, merci, au revoir. Et j'en profite, merci, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Marseille. Sondage à l'appui. Donc merci à tous, en tout cas du côté de Marseille. J'aime beaucoup le côté accent de Marseille, qui nous apporte un peu de soleil. France Maghreb 2, bonsoir. C'est bon, ça y est maintenant, couche panier, hein, c'est bon. 01 40 33 9000 pour Libertad. On y va, peut-être un dernier. Bonsoir. Salut. Allô? Y'a qui là? Allô? Bon, y'a personne. Ok, donc un petit dernier pour la route, c'est pour ça il y a trop d'appels en même temps, ça galère. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Moi c'est Ben de Marseille. Salut Marseille. Ça va, vous allez bien? Impeccable.
Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'adore, avec l'accent marseillais. Dites-moi, monsieur, je vous appelle pour vous dire que les gens qui font des trucs sales, ce n'est pas du tout des musulmans. Eh oui, exactement. Eh oui, on est d'accord. On est d'accord, cher ami. On est Marseillais, on est musulmans. Et on supporte les musulmans et on vous supporte, Maghreb. Radio Maghreb, j'écoute que vous, je suis ambulancier à Marseille. Merci. Ah, super, bravo pour ce que tu fais. En tout cas, on te salue, ami ambulancier. C'est bien. Merci, tous mes machins, je vous écoute en même temps. Eh ben, c'est super. J'écoute Radio Maghreb. Merci. France Maghreb 2. Je vais tous les reconvertir avec moi. Eh ben, avec plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. 01 40 39 000, un dernier appel. Bonsoir, qui est là? Oui, allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui. Bonsoir, Nadia de Sevran, mais là je suis à Besançon. Ah bon, oui, bah, c'est pas grave, hein, vous êtes en région parisienne, quoi. Voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui galèrent en route comme moi, parce que les quais sont inondés, oui. Tout est inondé, les quais de Seine, donc c'est les bouchons, et heureusement que vous êtes là, on passe tous les embouteillages avec vous, et voilà. Plaisir. Nadia, je vous kiffe, vous les auditeurs du Grand Forum. Vous savez, il y en a qui disent, oui, le Grand Forum, il y a pas grand monde qui écoute, mais vous êtes des malades, l'émission, elle est la plus écoutée de la bande FM à Star dans les embouteillages, et puis bah là, Nadia, avec la qui déborde. Et oui, avec le pont de Besançon qui est fermé, je crois. Hein. En fait, ça a 15, c'est les quais qui sont fermés, mais moi, je suis en direction du pont de Besançon, qui est saturé, et non, il n'est pas fermé. Ah, il n'est pas fermé, d'accord. Bon, en tout cas, la crue est attendue pour samedi à Paris, hein, avec 6,20 m apparemment pour la Seine. Hein. C'est impressionnant quand même. Exactement. Bon courage. Vous faites quoi dans la vie, Nadia? Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante juridique. Dans une grosse société qu'on voit du pont de Besançon que je ne citerai pas. Il y a qu'à chercher, il y a qu'à regarder. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas, et rentrez bien à la maison. Merci à vous et continuez encore. Et restez avec nous, puisque l'ami Medjahed va ambiancer tout cela, vous allez voir. Oui, ça. Oui, non, Medjahed, il va nous mettre de la bonne humeur. Voilà, vous allez rentrer. Je vais pas jouer au jeu parce que je perds tout le temps. En fait, vous allez rentrer à la maison, vous allez sourire, vous savez même pas pourquoi. Parce que vous avez écouté Medjahed. Voilà, Exactement, merci à vous. Merci à vous, en tout cas, Nadia, merci. Bon. Bah, je pense qu'on peut plier les bagages, là. On peut plier les bagages. Hein? Il est où, Medjahed? Il n'est pas arrivé encore. Pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il fout, là? Hein? Non, mais c'est impressionnant, quand même. Bon. Merci à toi, Nasser. Merci. Tu seras de retour mardi parce que mardi, on se prépare une émission spéciale Chibani parce que, messieurs, dames, dans l'affaire de la SNCF, les Chibani marocains, vont avoir l'appel, donc, qui va être prononcé ce mercredi. Donc, à la veille de cet appel attendu, concernant une décision de justice, parce que la SNCF a fait appel, évidemment, à la condamnation, on recevra donc, des collectifs de Chibani, des Chibani qui seront là pour nous expliquer un petit peu leur parcours, ce pourquoi ils ont décidé, de poursuivre la SNCF, donc, en justice. C'est un long combat qui dure depuis des années et la SNCF essaie à chaque fois de gagner du temps en faisant appel. C'est là qu'on voit que la SNCF parfois elle fait des choses bien et d'autres un peu moins bien. Oui, voilà, pour les trains à l'heure, ça on a du mal par contre. Ça je suis d'accord. Oui, alors c'est une catastrophe. Non, mais on se voit mardi et on parlera des Chibani. Oui, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Je suis très sensible sur cette question. Ouais. Donc tu seras avec nous. Avec grand plaisir. Demain, monsieur Tarek Mami et Mourad Goual seront avec nous demain entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Soyez là, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne, excellente soirée avec notre ami Medjahed qui débarque dans un instant. Je crois que ça va devenir une habitude de rendre l'antenne en retard, hein. C'est comme ça. Et que, écoutez, voilà. C'est le prix du succès, on va dire. 18h04 sur France Maghreb 2. Le flash, pardon Marine, c'est à vous. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Un grave accident a eu lieu aujourd'hui sur une route nationale entre Eauze et Moncier dans le Gers. Vers 13h, un car scolaire et une voiture sont entrés en collision. 26 adolescents âgés de 14 à 15 ans ont été blessés ainsi que le conducteur du véhicule. Parmi les blessés, 3 enfants ont été placés en urgence absolue pour des blessures à l'abdomen, dont 2 ont été transportés par hélicoptère vers Toulouse. Le ministère de la Justice confirme ses engagements auprès des surveillants de prison. Objectif de 1500 places pour les détenus radicalisés, amélioration du système de fouilles, création de postes et augmentation des primes. Lentement mais sûrement, la Seine continue de monter. Le pic de la crue est attendu pour ce week-end, précisément dans la nuit de vendredi à samedi avec 6,10 mètres au total. 14 départements sont toujours cet après-midi en vigilance orange pour des risques de crue et le trafic restera perturbé sur le RERC en plein cœur de Paris au moins jusqu'à mercredi. Emmanuel Macron a prononcé ses vœux au monde agricole à Saint-Genès-Champanel dans le Puy-de-Dôme. Il a commencé son discours en évoquant les erreurs stratégiques de certains de ses prédécesseurs et il a insisté notamment sur la filière laitière.
Les personnels de maisons de retraite sont appelés mardi à une grève sans précédent. Ils réclament une augmentation des effectifs pour mieux prendre en charge les résidents. La ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce aujourd'hui que le gouvernement a débloqué 50 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD en difficulté. 50 millions en plus des 100 millions d'euros déjà inscrits au budget 2018 de la Sécurité sociale. Sport football, il reste encore un match à jouer dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Ce soir, à 21h, Lille affronte Strasbourg. Hier soir, le PSG, Lyon, Montpellier, Grenoble, Troyes, Metz et les Herbiers se sont qualifiés pour le prochain tour. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.